secondes. Welcome to Gunship. Multiple bodies in What's up Doc, bienvenue sur Warp X Hype. Alors là, je suis allé chercher un objet dans le muséum, c'est-à-dire que c'est gardé par des millions de petits droïdes. Oui, dans les années 90, l'âge du plastique était en plein boom malgré le choc pétrolier, après la fin des années 70. Et beaucoup de jouets étaient composés de matériaux remplaçant aisément le fer blanc, surtout pour les jouets radiocommandés qui étaient nouveaux à cette époque. Le plastique devenait courant et puis grâce à des procédés de fabrication de plus en plus complexes, il pouvait produire des pièces de plus en plus petites et précises. À cette époque, il y avait deux catégories bien distinctes de voitures radiocommandées. Il y avait celle de modélisme, de grosses marques qui mélangeaient du plastique et encore de l'acier ou du fer blanc, comme Marui, Tamiya, YK, Nishimo, Kyosho, Irubro, etc. Mais qui étaient très chers pour des enfants et donc plutôt axés adultes. En cette période, la concurrence était rude car d'autres entreprises japonaises comme Taiyo Nikko se sont spécialisées depuis de nombreuses années dans la fabrication de petites voitures RC prêtes à être utilisées. La plupart du temps, c'était du 1.14 à 1.18 qui était plus abordable financièrement et plus facile à utiliser pour les enfants. Les commandes étaient plus petites, les instructions étaient plus faciles, etc. Mon ancienne voiture, qui pouvait se mouvoir toute seule, était une mythique Porsche 935 orange d'un fabricant d'alcool qui était en fait filoguidée, c'est-à-dire qu'elle avait une commande qui était reliée à un fil et qui reliait la voiture. C'est avec ça que je pouvais en fait la commander à droite, à gauche, etc. Mais la véritable voiture qui m'a fait changer de vision et qui m'a fait rentrer dans le radiomodélisme était la Sun Scorcher qui était mythique à cette époque. Mais je vous rassure, elle ne m'appartenait pas, j'étais chez un ami de mon père. Puis elle était là, fièrement exposée dans son salon. À l'époque, elle me paraissait énorme, vu mon âge. Et je m'amusais à la faire rouler avec les mains entre les meubles Ikea à la mode. Et il m'a dit que déjà on allait la faire rouler. Alors je comprenais pas qu'elle puisse rouler toute seule avec une télécommande, une grosse pile grise à recharger. Pour moi c'était assez spécial. Mais voilà, quand je l'ai testé sur un parking, les petits bouts de forêt, etc., j'étais absolument amoureux de cette tout-terrain du Baya 1000.
Alors arrivant près de mon anniversaire, je me suis dit que j'allais recevoir une belle Bayamil sans scorcher de chez Tamiya, mais non, j'ai reçu la voiture que l'on va découvrir aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'étais un peu déçu, mais bon, un copain il avait demandé un train électrique, il a reçu un train en bois, donc franchement je m'en sortais encore pas mal. Donc on va découvrir cette voiture. Donc Taiyo est une marque japonaise qui a construit énormément de voitures radiocommandées dans les années 80, dont ce modèle, oui, qui est, comme l'on peut voir sur la boîte, une Jeep Renegade. Donc full fonction qui pouvait être contrôlée donc dans tous les sens, ce qui était génial à l'époque. Hein. On est en 37 MHz et l'insigne Taiyo qu'on voit en bas à gauche de la boîte. Donc la voiture, je la trouvais quand même cool, quoi, parce que elle me rappelait une voiture d'une série mythique des années 80 qui était Sheriff Fais-moi peur, et elle me rappelait donc la voiture à Daisy, la belle Daisy Duke, qui avait une CJ5 Jeep Laredo. Mais là, la couleur sera brun avec le logo Golden qui est repris en fait sur la fameuse CJ5 1978 Golden Eagle avec un V8. Alors comme vous pouvez le voir sur la boîte, vous avez des carrés un peu filigrammes, et ça c'était assez la signature de Taiyo d'avoir des filigrammes sur leur boîte à cette époque. Les boîtes étaient par exemple de couleur blanche avec des filigrammes rouges ou etc. Et puis c'était surtout en fait super cool et à la mode dans les années 80 d'avoir un peu des filigrammes partout. Donc vous reverrez sur d'autres modèles que j'ai aussi des filigrammes de la même sorte. C'est assez drôle. D'ailleurs c'est pour ça que je les ai mis aussi dans les menus et puis, de la vidéo. Hein. Il faut dire aussi que Taiyo à cette époque faisait un peu de la concurrence à Nikon, Nikko, parce qu'en fait ils étaient, bon, on va dire que les modèles étaient un peu moins chers, étaient bien construits quand même, les détails étaient là. À cette époque c'était très, on essayait dans le scaling, comme en 2017, on essayait d'être le plus réaliste possible sur nos modèles. Taiyo le faisait bien et franchement ils avaient des bons modèles. Très réalistes, moins chers que Nikon, avec moins de fonctions, peut-être moins créatifs dans leur modèle, mais très sympa. Alors, comme vous avez pu le voir, en fait, sur la boîte aussi, il y a du polystyrène. Le 3/4, presque tout était emballé avec du polystyrène. Dans les années 80, c'est simple, on s'en foutait de la pollution et de la sécurité. On foutait les enfants sur les genoux devant les voitures, sans ceinture, on leur fumait dessus. Voilà, quoi. C'est les années 80. C'était le bon vieux temps, comme pourraient dire certaines personnes. Vous verrez aussi, en cherchant un peu sur internet, d'autres couleurs de boîtes aussi. Mais personnellement, j'ai reçu vraiment cette couleur de boîte. C'est la couleur d'origine que j'ai reçue. Et je pense que mon père, dans le pays, a dû acheter ce modèle de voiture radiocommandée dans le seul magasin qu'il y avait dans notre pays, le Franz Karl Weber.
Donc voilà, où ils vendaient ce modèle d'ailleurs, vous le verrez prochainement sur un petit catalogue de Noël de Franz Karl Weber. Donc ok, maintenant on va passer à l'ouverture de cette boîte. Comme l'on voit emballé dans du polystyrène, tout bien rangé à sa place. En général, à cette époque, c'était tout le temps comme ça, bien rangé, bien compartimenté. Oui, à notre époque, on savait ranger, parce que sinon, on n'avait pas à manger pendant 2 semaines. Et voilà, on savait ce que c'était une punition. Donc là, vous voyez le mode d'emploi. Qui a quand même vécu, hein, bien compartimenté aussi. On voit le reste, on voit sur le pipe à gauche, on voyait la télécommande que je vous sors maintenant. Donc très très légère, hein, quand vous touchez une télécommande comme ça, vous êtes un peu perturbé par rapport au modèle radiocommandé de maintenant avec 200 boutons. Je peux vous dire que ça fait assez spécial. Donc je sors la voiture, vous pouvez voir sur le pipe aussi un peu en détail à gauche donc la voiture avec cette couleur brune. Tout de suite, oui, c'est tout de suite reconnaissable du Golden Wing, quoi. Là, ils n'ont pas mis le logo, ce que je suis assez étonné, parce qu'en général, à cette époque, on s'en foutait un peu des lois sur le patrimoine ou sur certaines marques. Donc la télécommande, simple, hein, à gauche, avant, arrière, à droite, voilà, à droite, à gauche, hein. C'est le mode 2. Pour ceux qui utilisent des télécommandes plus perfectionnées. On a vu en fait par-dessus, c'était les mailles pour clipser la télécommande, facilement démontable. Là on voit la pile du 9 volts, compartiment pile qui s'intègre facilement. 1 volt. Par contre, on voit le trou. Oui, il n'y a plus le, il y a plus le quartz. En fait, j'ai plus ce quartz. Donc, fonctionne pas spécialement bien. Voilà. Donc, en détail, je vous montre maintenant la voiture en elle-même. Comme vous pouvez voir, l'échelle est petite. Hein. À cette époque, on faisait vraiment des échelles toutes petites. Là, je pense qu'on est du 1,14. 1,16, voilà, un peu poussiéreuse dessus. Comme vous voyez, c'est quand même c'est bien reproduit, bien détaillé. Donc on voit un peu l'avant, hein, bien détaillé. Les plastiques sont très cassants. Moi j'avais cassé ce bout là, ouais. C'est ça un peu le problème avec cette époque, suivant les plastiques, c'était cassant. Alors là, on a le siège, voilà. Là, on a un petit bouton qui s'allume quand c'est opéré, voilà. Là, on a la vitre qui se descend. Pour ceux qui connaissent un peu le Volkswagen Samba, première génération, il y a les vitres Safari. Voilà, c'est la même chose, c'est les vitres Safari. Donc la petite vitre qui descend. Là, on avait le switch pour les 2 vitesses, oui, car sur ce modèle, il y avait 2 vitesses qui étaient déjà extraordinaires à l'époque. Hein. Un modèle avec 2 vitesses comme ça, c'était déjà bien évolué, on va dire. Il y en a en 3 vitesses, mais ils sont encore plus rares. Voilà, il y avait le bouton switch on-off qui est dessus, qu'on voit un petit peu à droite
dans la cabine. Les plastiques, il n'y a plus de volant, comme vous pouvez le voir. Il a été cassé. Donc là, on voit les roues arrière, avec un petit bout du moteur, compartiment moteur. Ça doit être 250 comme moteur. Comme diamètre, un petit moteur pas très puissant, hein, pas du tout puissant. Compartiment pile. Là, on voit donc le système de direction qui était à l'époque en électroaimant, donc je vous explique pas que c'est absolument pas fiable et dirigeable, quoi, c'est la grosse merde. Là on voit le compartiment des piles. Ça c'était une spécialité aussi de mettre plusieurs types de piles dans le compartiment, c'est-à-dire que vous avez une pile de 9 volts en haut et deux piles de 1,5 volts en bas. Ça se faisait souvent dans les voitures radiocommandées à cette époque, d'avoir vraiment un entassement de piles différentes pour arriver à un voltage à peu près stable du voltage qu'on avait besoin, quoi, en fait. Là on voit la belle antenne, oui, car à cette époque il fallait une antenne pour pouvoir transmettre à peu près bien les données. Voilà, je la mets à l'arrière, à la Jeep américaine de l'armée. Voilà, je vous montre à présent l'arrière du véhicule avec sa roue de secours où il y a une inscription dessus. On voit pas bien à l'écran, c'est Goodyear, et sur les excisions des pneus aussi. Ce qui se faisait assez couramment dans les années 80, de mettre des marques sans avoir les accords du fabricant. Que maintenant on aurait directement un procès pour cela, quoi. Voilà, fonctionnement et utilisation donc de ce véhicule. Alors déjà, il y avait une contrainte, on va dire généralisée pendant les années 80. À la fin des années 80, ça s'est amélioré, mais au début, là, comme ce véhicule, c'était souvent qu'il y avait cette contrainte, c'était qu'en fait il fallait faire absolument avancer ou reculer le véhicule pour pouvoir faire fonctionner la direction. Comme vous le voyez comme ça, la direction ne pouvait pas fonctionner à l'arrêt sur place. La direction devait être obligatoirement actionnée avec l'avant, en mettant en marche avant ou en mettant en marche arrière. C'était dû en fait à des gens d'électroaimant intégrés qui étaient franchement pas fiables. Vous aviez aucune direction, vous passiez sur des pavés, vous aviez votre véhicule qui allait dans tous les sens, on va dire, sauf droit. Vous vouliez, c'était vraiment pas précis, c'était assez drôle. Ça fait un peu le charme de ces véhicules, on va dire, de ces années. Autre contrainte que j'ai vue dans le mode d'emploi, en fait, c'était la phrase « Le meilleur endroit pour faire marcher la voiture est un sol plat, sans sable ou poussière, et non glissant. Sur un parquet trop ciré, la voiture aura tendance à glisser ou à faire de plus grands virages. La voiture est conçue pour être guidée à 20 mètres à l'extérieur et à 10 mètres à l'intérieur. Cependant, cela peut changer en fonction de conditions variables. Alors c'est vrai que les conditions variables, il y a déjà les piles qui vont rentrer en action. Suivant en fait la capacité que les piles avaient, votre voiture fonctionnait presque plus. Et comme en plus ça se déchargeait très vite, c'était c'était assez drôle par rapport à ça. En plus, les moteurs de cette époque étaient très il y avait peu de pignons pour avoir de la force, on va dire, sur ces voitures. Donc la moindre petite pente, votre voiture ne montait plus.
La moindre petite poussière, ça se bloquait dedans les engrenages à l'intérieur qui étaient en plastique. Donc, pour une Wrangler, c'était assez spécial, quoi. C'est pour ça que après, dans la fin des années 80, il marque de plus en plus sur les paquets, au milieu des 80 même, il marque sur les cartons que la voiture peut monter à peu près à 20 degrés ou autre, parce que c'était vraiment un gros problème, on va dire, dans le début des années 80, c'était la puissance du véhicule. Et en plus, ce qu'on remarque sur celui-là, c'est les suspensions. Les jouets radiocommandés à cette époque-là avaient très rarement en fait des suspensions qui étaient intégrées aux voitures. Donc c'était absolument pas précis en direction. Le père Vito Cornelius, expert en astrophénomènes. I got to
Alors, par rapport au prix, je suis un peu embêté parce que je ne trouve rien du tout sur internet. Mais je pense que suivant le site, si vous allez sur un site d'enchères, ça peut monter assez haut si vous êtes deux à absolument avoir une voiture de ce style.
donc je peux pas mettre de prix dessus, mais ça peut devenir très très cher. Alors, ben voilà, on arrive à la fin. Je vais commencer à faire... je vais quand même faire un pour et contre, on va dire, malgré... ouais, qu'il y a quand même le côté très sentimental de cette voiture, puisqu'il faut rappeler que c'est quand même ma première voiture télécommandée que j'ai eue dans ma vie. Donc, voilà, je vais essayer d'être... le plus objectif possible. Alors, l'avantage de ce modèle, c'est que c'est un modèle scaling, c'est-à-dire qui est, on va dire, le plus proche de la réalité, surtout en jouet, ce qui était assez rare à l'époque. Un des Inkscal de Jeep CJ5, donc Renegade, Wrangler, Laredo, qui était assez rare, on va dire, à l'époque. Ça, c'est vraiment l'avantage de ce véhicule. Le négatif de ce véhicule, c'est tout ce qui est interne, donc les interférences d'antenne, etc. Le moteur absolument pas puissant, la direction absolument pas précise et qui allait pas où on voulait. En gros, les batteries très perfectibles et qui s'usaient à une vitesse folle. Donc voilà, on va dire que c'est plus l'aspect design qu'on va prendre en compte dans ce modèle et moins l'aspect électronique interne de ce véhicule. Voilà, on arrive au terme de l'émission. J'espère que ça vous a plu de découvrir un objet collector comme celui-ci, et que si vous voulez en voir d'autres, vous pouvez suivre donc mon émission, et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Warpix Hype. Alors ciao ciao.